Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête d'Agatha Christie. Le titre de l'histoire est L'auberge du fou aux clochettes. Que d'ennui, pensait M. Satterway. Quelle affreuse journée. Ils étaient partis en retard. Les pneus avaient crevé 2 fois. Ensuite, prenant une mauvaise direction, ils s'étaient égarés parmi les landes de la région de Salisbury. Après de 8 heures du soir, il leur restait une 60aine de kilomètres pour arriver à Marswick Manor, but de leur voyage. Et voilà qu'une troisième crevaison les mettait dans une situation encore plus agaçante. M. Satterway avait l'air d'un oiseau maigre, tout ébouriffé de colère. Il marchait de long en large devant le garage du village pendant que son chauffeur, baissant la voix, discutait avec le garagiste. Une demi-heure au moins, conclut ce dernier. Si tout va bien, rectifia Masters, le chauffeur. Ce sera plutôt à mon avis 3/4 d'heure ou 1 heure. Mais enfin, quel est cet endroit demanda M. Satterway avec irritation. Un homme bien élevé, ne voulant froisser les sentiments de personne, il avait dit endroit au lieu de affreux pays, qu'il avait d'abord eu aux lèvres. Kirklinton Mallet, lui fut-il répondu. M. Satterway n'était pas plus renseigné. Cependant, ce nom ne lui sembla pas inconnu. Il regarda autour de lui d'un œil méprisant. Kirklinton Mallet ne se composait à première vue que d'une unique rue. Le garage et la poste, d'un côté, faisaient vis-à-vis à 3 boutiques. Un peu plus loin sur la route, M. Satterway aperçut une enseigne balancée par le vent. Il se sentit réconforté. « Je vois que vous avez une auberge, dit-il. »« Le fou aux clochettes, répondit le garagiste. C'est là-bas. » Si j'osais proposer quelque chose à monsieur, dit Masters, pourquoi ne pas l'essayer? On y donnera peut-être un repas quelconque, naturellement pas du genre auquel monsieur est habitué. Il s'arrêta un peu confus de sa proposition. Son maître était accoutumé à la meilleure cuisine des chefs du continent, et avait à son service un cordon bleu qu'il payait très cher. Nous ne pourrons pas nous mettre en route avant 3/4 d'heure, et j'en suis sûr, il est déjà plus de 8 heures, continua le chauffeur. Monsieur pourrait téléphoner de l'auberge à M. George Forster pour lui expliquer les causes du retard. Vous m'avez l'air de croire que vous pouvez tout arranger, Masters, dit Satterway sèchement. Masters garda un silence prudent, quoique M. Satterway souhaita repousser toutes les suggestions qui pourraient lui être faites. Il regarda l'enseigne rouillée de l'auberge avec une secrète approbation. On a beau avoir un appétit d'oiseau, faire le difficile, on peut avoir faim comme un autre. Le fou aux clochettes, dit-il pensivement. C'est un nom bizarre pour une auberge. Les gens qui y viennent sont bizarres aussi, à ce qu'on dit, observa le garagiste à mi-voix. Des gens bizarres. Qu'est-ce que vous entendez par là demanda M. Satterway. L'autre n'avait pas l'air d'avoir des idées très nettes sur ce sujet. Des gens qui ne font que passer, répondit-il vaguement. M. Satterway pensa que les personnes qui descendent dans une auberge sont par définition des voyageurs et non des sédentaires. Cette réponse manquait de précision, mais éveillait sa curiosité. Il lui fallait coûte que coûte perdre 3/4 d'heure. Cette auberge le distrairait. Il partit de son petit pas vif dans le lointain. On entendit un roulement de tonnerre. Le garagiste leva la tête et dit à Masters. Voilà l'orage qui s'amène. Je le sentais dans l'air. Crénom et 60 kilomètres à faire. Quoique c'est pas la peine de vous presser, vous n'allez pas repartir avant la fin de l'orage. Votre petit patron n'a pas l'air d'être un homme à braver les tempêtes. J'espère qu'on ne le servira pas trop mal dans cette auberge, grommela le chauffeur. Je m'en vais y casser la croûte moi-même à présent. Ne vous en faites pas, il y a une bonne table chez Billy Jones. Le propriétaire du fou aux clochettes, le grand et robuste William Jones, approchait de la cinquantaine. Dès l'arrivée de M. Satterway, il s'empressa au-devant de lui. On peut vous faire un bon beefsteak, monsieur, et des pommes de terre frites. Quant au fromage, nous en avons d'excellents. Voulez-vous passer de ce côté, monsieur, dans la petite salle à manger? Nous n'avons pas grand monde à présent, et le dernier de ces messieurs, venu pour la pêche, vient de partir. Dans quelques instants, la maison sera pleine pour la chasse, mais nous n'avons qu'un voyageur aujourd'hui, du nom de Queen. M. Satterway l'interrompit. Queen, dit-il avec intérêt. Vous avez dit Queen? C'est son nom, monsieur. Un de vos amis, peut-être. En effet, ça doit être lui. M. Satterway, très agité, bégayait.
Il ne pouvait s'imaginer qu'il y eût au monde un autre Queen. Le renseignement donné par l'hôtelier s'accordait de façon curieuse avec ce que l'homme du garage avait dit. Des gens qui ne font que passer. On ne pouvait mieux décrire l'homme qu'il connaissait, et le nom de cette auberge allait bien avec le reste. « Dear me, dear », murmura M. Satterthwaite. « Quelle étrange coïncidence. Me rencontrer ainsi, M. Harlequin, n'est-ce pas ?» reprit-il tout haut. « C'est ça, monsieur, voilà la petite salle. Tenez, c'est ce gentleman. » Grand, brun, souriant, M. Queen se leva de table et s'exclama. « Monsieur Satterthwaite, encore une fois, quelle coïncidence inattendue. » M. Satterthwaite lui donna une énergique poignée de main. « Vous m'envoyez enchanté, quelle chance d'avoir eu cette panne. Mon auto, vous comprenez. Êtes-vous ici pour longtemps? Je repars demain. » M. Satterthwaite s'assit avec un petit soupir de satisfaction et regarda la figure souriante de son ami avec une lueur de curiosité dans les yeux. M. Queen secoua la tête aimablement. « Je vous assure, dit-il, que je n'ai pas de colombe ou de lapin blanc dans mon chapeau. »« Quel dommage !» s'écria M. Satterthwaite un peu surpris. « Oui, je dois avouer que j'ai toujours cette impression devant vous. Un prestidigitateur, un magicien. C'est comme cela que je vous vois. » « Et cependant, dit M. Queen, c'est vous qui faites le tour de passe-passe, pas moi. »« Ah !» fit avec feu M. Satterthwaite. « Je ne peux pas les réussir sans vous. Il me manque, que dirons-nous, l'inspiration. » M. Queen secoua la tête en souriant. « C'est un trop grand mot. Je vous mets sur la voie tout simplement. » À ce moment, l'hôtelier entra, apportant du pain et une motte de beurre. Comme il posait le tout sur la table, un éclair illumina la pièce et un coup de tonnerre lui succéda. « La nuit sera orageuse, messieurs, » dit l'hôtelier. « Un soir comme celui-ci, » commença Satterthwaite, mais il s'arrêta. « C'est drôle, » reprit Billy Jones. « J'allais justement dire la même chose. C'est un soir comme celui-ci que le capitaine Harwell amena sa jeune épouse chez elle, et le lendemain, il disparut pour toujours. »« Ah !» s'écria M. Satterthwaite. « Vous m'en direz tant. » Tout s'expliquait, voilà pourquoi le nom du pays avait éveillé son attention. 3 mois auparavant, il avait lu attentivement tous les détails concernant l'étonnante disparition du capitaine Richard Harwell. Il fut très intrigué par ce mystérieux événement et s'était fait une opinion personnelle sur cette affaire. C'est dans mon hôtel qu'il était descendu pour les chasses l'hiver dernier. Oh, je le connaissais bien. Vraiment un beau jeune homme. Et on ne pouvait supposer qu'il eût le moindre souci en tête. On l'a tué, je n'en démordrai pas. Combien de fois les ai-je vus revenir à cheval Miss Lecartier et lui. Tout le village disait que ça finirait par un mariage. En effet, c'est ce qui arriva. Une très belle jeune femme qu'on estimait beaucoup, bien qu'elle fût étrangère. C'est quelque chose d'inexplicable, jamais on ne saura ce qui est arrivé. Ce mystère lui a sûrement brisé le cœur. Elle a vendu la propriété et est partie pour le continent. Elle ne pouvait plus supporter de vivre ici, où les gens la regardaient et la montraient du doigt. Pourtant, ce n'était pas de sa faute, la pauvre dame. Il n'y a rien à dire. C'est une histoire bien mystérieuse. Il hocha la tête, puis se rappelant tout à coup ses devoirs d'hôtelier, il se précipita à la cuisine. Histoire bien mystérieuse, en effet. Était-ce un mauvais présage? Sait-on jamais? Quoi qu'il en soit, constata avec calme M. Queen, c'est une énigme à résoudre. M. Satterthwaite sursauta. « Allez-vous dire que nous pouvons éclaircir ce problème alors que Scotland Yard n'y a pas réussi? Pourquoi pas? 3 mois sont déjà écoulés, c'est un avantage pour nous. C'est vrai, j'oubliais que vous avez une façon très curieuse de voir les choses. Plus il y a de temps passé, plus les faits prennent leur véritable proportion. On voit mieux les rapports qu'ils ont les uns avec les autres. » Les 2 hommes restèrent silencieux pendant quelques minutes. « Je ne suis pas sûr de me rappeler clairement toute l'affaire, » dit M. Satterthwaite d'une voix hésitante. « Mais si, vous vous en souvenez très bien, » répondit paisiblement M. Queen. C'était l'invitation qu'attendait M. Satterthwaite. La vie n'était pour lui qu'un spectacle sans cesse renouvelé. C'était seulement en présence de M. Queen que les rôles se renversaient. Celui-ci devenait un auditeur attentif et M. Satterthwaite entrait en scène comme acteur. « Il y a juste 1 an, commença-t-il, Cache-les-Granges fut acheté par Miss Eleanor Lecartier. C'est une belle maison ancienne, mais assez délabrée, ayant été habitée plusieurs années. Miss Lecartier était tout à fait la châtelaine qui convenait. Elle était canadienne, ses ancêtres français avaient migré pendant la Révolution,
Elle hérita de sa famille des meubles de style et des collections de très grande valeur. Amateur d'antiquités, elle savait acheter avec jugement et avec goût. Aussi, et quand elle se décida après ce drame à vendre la propriété, avec tout ce qu'elle contenait, M. Cyrus G. Bradburn, le multimillionnaire américain, ne fit pas de difficulté pour lui donner d'Ashley Grange ce qu'elle en demandait, 60 000 livres. Je m'excuse de mentionner ces détails, bien qu'il n'ait pas de rapport direct avec l'affaire qui nous occupe, mais c'est pour vous donner une idée de l'atmosphère qui entourait la jeune Madame Harwell. M. Quinn fit un signe d'assentissement. L'atmosphère a beaucoup d'importance, dit-il avec gravité. Nous pouvons donc nous représenter la jeune femme, continua son interlocuteur. Une beauté brune, accomplie, 23 ans et riche, il ne faut pas l'oublier. Elle était orpheline. Une Madame Sinclair, d'une éducation irréprochable et de très bonne famille, lui servait de dame de compagnie et de chaperon. Mais Éléanore dirigeait sa fortune et en avait le contrôle absolu. Les coureurs de dot ne manquaient pas. Une douzaine de gens papillonnaient autour d'elle, dans les soirées, à la chasse, partout où elle allait. Pour tous, elle restait insensible et refusait toute demande en mariage. Cette indifférence dura jusqu'à l'arrivée de Richard Harwell. Celui-ci s'installa à l'auberge pour la durée des chasses. C'était un cavalier impétueux et très beau garçon, rieur, audacieux. Vous vous rappelez le vieil adage, monsieur Quinn? Heureuses sont les amours rapides. Après quelques semaines, Richard Harwell et Eleanor Lecartier étaient fiancés. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. Le couple alla passer la lune de miel sur le continent et après 2 semaines d'absence seulement, revint à Ashley Grange. L'hôtelier vient de nous dire que ce fut par une nuit orageuse comme celle-ci qu'ils rentrèrent chez eux. Était-ce un mauvais présage, sait-on jamais? Quoi qu'il en soit, le lendemain matin très tôt vers 7h30, le capitaine fut aperçu dans le parc par l'un des jardiniers, John Mathias. Harwell s'y flottait tête nue, l'air heureux et insouciant. Pourtant, à partir de ce moment-là, personne, à ma connaissance, n'a revu Richard Harwell. M. Satterthwaite s'arrêta pour mettre en valeur cet instant dramatique de son histoire. Le regard attentif de M. Quinn lui donna l'encouragement qu'il souhaitait. Il continua. La disparition était étonnante, inexplicable. Ce ne fut que le lendemain que la jeune femme, affolée, fit prévenir la police. Comme vous le savez, Scotland Yard n'a pas encore éclairci ce mystère. On a dû émettre plusieurs théories, je suppose, demanda M. Quinn. Bien entendu. D'après la première, le capitaine aurait été assassiné. Mais dans ce cas, où serait le corps et pour quel motif? Il n'avait pas un ennemi. Cependant, M. Satterthwaite dit ces derniers mots d'un ton incertain. M. Quinn se pencha sur lui. Vous pensez au jeune Stephen Grant? En effet, Stephen Grant, si mes souvenirs sont exacts, était le palefrenier de Richard Harwell. Il avait été renvoyé par son maître pour quelques peccadilles. Le lendemain de la disparition du capitaine, de très bonne heure, Stephen avait été vu dans le voisinage d'Ashley Grange et n'avait pu donner de sa présence dans les parages une explication satisfaisante. Il fut arrêté et gardé à vue. Cependant, aucune preuve ne put être retenue contre lui. On dut le relâcher. Évidemment, il pouvait en vouloir au capitaine de l'avoir renvoyé, mais ce motif était vraiment trop insignifiant pour entraîner un crime. Je suppose que la police voulait avoir l'air de faire quelque chose. Je vous le répète, personne n'avait de rancune contre Richard Harwell. Oui, autant qu'on peut le savoir, dit M. Quinn dubitativement. Vous avez raison. Que savait-on après tout du capitaine Harwell? Qui était-il? D'où venait-il? Il tombait littéralement du ciel. C'était un superbe cavalier paraissant avoir une certaine fortune, mais personne à Kirklinton, Mallet, n'a cherché à se renseigner. Miss Lecartier n'avait ni parents ni tuteurs qui eussent pu s'enquérir de la situation sociale et du passé de son fiancé. Elle était totalement indépendante. L'opinion de la police fut très nette. Une riche héritière et un audacieux imposteur. Jugement trop simple, évidemment. Miss Lecartier n'avait ni famille ni tuteur, mais elle confiait ses affaires à une excellente étude d'avoué de Londres. Leur témoignage ne corrobora pas l'opinion de la police. D'après eux, Éléanore Lecartier voulait transmettre une certaine somme à son fiancé, mais celui-ci la refusa, déclarant qu'il n'avait nul besoin de cet argent, ayant une fortune personnelle. Il fut prouvé par la suite qu'il n'avait pas touché à un sou de celle de sa femme.
Il ne s'agissait donc pas d'un escroc ordinaire. Quel était donc son but? Voulait-il faire chanter Eleanor si elle décidait de se séparer de lui? Je vous avoue qu'une idée de ce genre me semblait la seule solution possible jusqu'à ce soir. M. Quinn l'interrogea. Ce soir? Ce soir, je trouve pas cela satisfaisant. Comment a-t-il pu disparaître d'une façon si soudaine et aussi radicale à une heure où les cultivateurs se rendent à leur travail et circulent dans les champs? Et il était nu-tête. Ce dernier point ne laisse aucun doute puisque le jardinier l'a vu. Oui, le jardinier John Mathias. Y aurait-il autre chose, je me le demande. La police n'a pas dû négliger de l'interroger. On l'a pressé de questions. Il n'a jamais varié dans ses dépositions. Sa femme les a confirmées. Il a quitté son cottage pour s'occuper des serres. Il est revenu à 8h moins 20 dans la maison. Les domestiques ont entendu la porte claquer à 7h15. Ce qui indique le moment où Harwell est sorti. Ah, je vous vois venir, je sais à quoi vous pensez. Peut-être, dit M. Quinn. Voyons, Mathias aurait eu le temps de tuer son maître. Et pourquoi, mon ami, pourquoi? Et qu'aurait-il fait du corps? À ce moment, l'hôtelier revint, portant un plateau. Je regrette de vous avoir fait attendre si longtemps, messieurs. Il posa sur la table un beefsteak énorme et un plat débordant de pommes de terre croustillantes. Les narines de M. Satterthwaite se dilatèrent. Il voulut être aimable. Tout cela a l'air excellent. Nous parlions justement de la disparition de Richard Harwell. Qu'est devenu Mathias le jardinier? Il est parti avec sa femme. Ils se sont placés ailleurs, en Essex, je crois. Mathias ne tenait pas à rester ici. Certaines personnes le regardaient de travers, vous comprenez. Moi, je n'ai jamais cru qu'il avait été mêlé à ça. M. Satterthwaite attaqua le plat. M. Quinn l'imita. Billy Jones semblait tout disposé à bavarder. M. Satterthwaite n'y voyait pas d'objection. Cela pouvait être utile. Ce Mathias, demanda-t-il, quel genre d'homme était-il? Un type d'un certain âge. Il a dû être un rude gaillard autrefois, mais il est tout courbé et boiteux à force des rhumatismes. Il a eu plusieurs fois de crises terribles. Obligé de se coucher, incapable de travailler. Je crois bien que c'était par pure bonté, de la part de Miss Eleanor de l'employer. Il ne pouvait plus être d'aucune utilité, mais sa femme rendait service dans la maison. C'est une ancienne cuisinière et elle était toujours prête à donner un coup de main. Comment était-elle? Demanda Satterthwaite vivement. La réponse de l'hôtelier le désappointa. Quelconque, plus jeune et d'humeur morose, sourde avec ça. Je n'ai jamais su grand-chose sur eux. Il n'était ici que depuis un mois quand c'est arrivé. On dit que Mathias a été un excellent jardinier dans le temps. Il a montré à Miss Eleanor des certificats de tout premier ordre. Est-ce qu'elle s'intéressait au jardinage? Demanda M. Quinn. Non, monsieur, elle n'était pas comme quelques-unes de ces dames par ici, qui payent cher leur jardinier, et malgré ça, sont tout le temps à genoux à farfouiller la terre. J'appelle ça de la bêtise. Miss Le Quartier ne séjournait pas beaucoup à Ashley Grange. Vous comprenez? Excepté pour la saison des chasses. Le reste du temps, elle allait à Londres ou sur des plages étrangères, où il y en a tant dans le monde. M. Satterthwaite sourit. Il n'y a pas eu d'histoire de femme avec le capitaine Harwell? Demanda-t-il. M. William Jones secoua la tête. Rien du tout, non, c'est bien mystérieux, il n'y a rien à dire. Et vous, quelle est votre opinion personnelle? Insista M. Satterthwaite. Je ne sais que penser, je crois dur comme fer qu'on l'a tué, mais qui? Je n'en sais rien. Je vais chercher le fromage. Il sortit en portant les plats vides. L'orage qui s'était calmé avait repris avec une vigueur nouvelle. Un éclair fut suivi d'un coup de tonnerre si violent que M. Satterthwaite bondit sur sa chaise. Le grondement n'était pas encore apaisé qu'une serveuse apporta le fromage annoncé. Une belle jeune fille, grande et brune, mais son expression était triste et lasse. Elle ressemblait trop à l'hôtelier pour qu'on pût douter qu'elle ne fût sa fille. « Bonsoir, Mary, » dit M. Quinn. « Quel orage! Je déteste cela, » murmura-t-elle. « Le tonnerre vous fait peur? » demanda M. Satterthwaite. « Avoir peur du tonnerre, moi? Je n'ai pas peur de grand-chose, non, mais l'orage les fait radoter. Père comme cet orage qui fait penser au soir, ou le pauvre capitaine Harwell, et ainsi de suite. » Elle se tourna vers M. Quinn. « Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? À quoi bon? Ne peut-on laisser le passé tranquille? Une chose n'est passée que lorsqu'elle est terminée. N'est-elle pas terminée, cette affaire? Et s'il avait voulu disparaître? Ça leur arrive à ces beaux messieurs de faire des fugues. Vous pensez qu'il est parti volontairement?
Pourquoi pas? Ce serait plus logique que d'imaginer qu'un brave garçon comme Stephen Grant ait pu le tuer. Et pourquoi? Je voudrais bien le savoir. Stephen avait bu un coup de trop, il a répondu d'une façon impertinente et a été renvoyé. Et après, il a trouvé facilement une aussi bonne place. Est-ce une raison pour assassiner un homme? Monsieur Satterwhite intervint. Mais la police n'a pas douté de son innocence. La police, c'est sans importance, mais quand Stephen vient au café le soir, tout le monde le regarde d'un air bizarre. On ne croit pas vraiment qu'il ait tué Harwell, mais on n'en est pas sûr. Alors les gens s'écartent. Est-ce une vie agréable pour un homme de voir les autres le fuir comme la peste? Pourquoi mon père ne veut-il plus entendre parler de notre mariage? Non, ma fille, ça ne convient pas. Je n'ai rien contre Stephen, mais savons-nous, après tout? Elle s'interrompit, sa poitrine se soulevait d'émotion. C'est cruel, injuste. Stephen qui ne ferait pas de mal à une mouche, et pendant toute sa vie on le soupçonnera. Il en devient amer, changé. C'est bien naturel, n'est-ce pas? Mais plus il devient triste, plus on pense qu'il doit y avoir quelque chose de louche. Elle s'arrêta encore sans quitter M. Quinn des yeux, comme si c'était lui qui provoquait ce flot de paroles. Ne peut-on rien faire? Dit M. Satterwhite, sincèrement ému. La situation devait être pénible. Plus les soupçons formés contre Stephen Grant étaient vagues et peu fondés, plus il lui était impossible de se disculper entièrement. La jeune fille se tourna vers lui. Il n'y a que la vérité qui puisse l'aider, cria-t-elle. Si l'on retrouvait le capitaine Harwell, s'il revenait, ou si l'on savait comment les choses se sont passées. Sa voix se brisa dans un sanglot et elle sortit rapidement de la pièce. C'est une belle fille, dit M. Satterwhite. Elle me fait de la peine. Je voudrais bien qu'on puisse faire quelque chose pour elle. Nous faisons ce que nous pouvons, M. Satterwhite. Nous avons encore presque une demi-heure avant que votre auto ne soit prête. Vous m'étonnez. Vous pensez que nous découvririons la vérité en causant tout simplement? Vous avez été témoin de tant de choses. La vie est passée près de moi sans me voir. Elle ne m'a rien donné, dit M. Satterwhite avec un peu d'amertume. Mais vous avez eu le temps d'étudier les autres. Rien ne vous échappe. C'est vrai, j'observe beaucoup. Les louanges de son ami l'avaient rassénéré. Il tapota pensivement le revers de son veston. Je pense, dit-il après une minute ou deux, que pour découvrir la cause, nous devons étudier les faits. Très bien, approuva M. Quinn. D'accord. Dans ce cas, c'est d'abord le changement de vie de Miss Le Cartier. Je veux dire, Madame Harwell. Elle est mariée sans lettres. Mais elle n'est plus libre. Regardons bien. Nous voyons Richard Harwell sous un jour sinistre. Un homme venu d'on ne sait où, au passé inconnu. Cela saute aux yeux, je suis de votre avis. Harwell devient un personnage douteux. À quoi pouvait bien songer M. Satterwhite? Il poursuivit. Nous avons étudié les faits ou le résultat. Passons. Vous n'avez pas étudié le résultat strictement matériel. Vous avez raison, travaillons plus sérieusement. Disons que par la suite de ce drame, Madame Harwell reste seule, dans l'incertitude, ne peut se remarier, que M. Cyrus Bradburn a pu acheter Ashley Grange pour 60 000 livres, et qu'un inconnu en Essex a pu prendre Mathias comme jardinier. Nous ne soupçonnons cependant pas M. Bradburn ou cet inconnu d'avoir combiné la disparition du capitaine Harwell. Vous devenez sarcastique. Mais vous pensez comme moi. Tout à fait, l'idée est absurde. Continuons. Imaginons que nous sommes revenus au jour même de la disparition. Non, imaginons au contraire que le capitaine a disparu il y a 100 ans. C'est-à-dire que nous sommes en l'an de grâce 2025 et que nous regardons en arrière. Vous êtes un homme étrange. Vous ne croyez que dans le passé. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'atmosphère dans le présent. C'est peut-être vrai, le présent n'a pas de perspective, il est borné. C'est le mot juste. M. Satterwhite fit un petit salut. Vous me flattez, mon ami. Alors, dit M. Quinn, résumez la situation, voulez-vous, avec la netteté qui vous est habituelle, et le recul d'un siècle. M. Satterwhite prit son temps avant de commencer, voulant faire honneur à sa réputation. Il y a un siècle, 1924, fut l'année des mots croisés et de l'affaire du chat cambrioleur, n'est-ce pas? Bien. Ne parlez-vous que de l'Angleterre ou des autres pays également? Le chat cambrioleur fit sensation sur le continent. Vous vous souvenez de cette série de vols extraordinaires commis en France? Un homme seul n'aurait pu les réussir.
Des tours de force qui tenaient du prodige furent accomplis pour pénétrer dans certains châteaux. On a soupçonné une troupe d'acrobates, les Clondini. Je les ai vus une fois pendant une représentation. Ils étaient admirables. Il y avait la mère, le fils et une fille. Ils ont quitté les planches brusquement, mais nous nous éloignons du sujet. Pas tant que cela. Il n'y a que la Manche à traverser. Revenons à Harwell. Pourquoi a-t-il disparu? S'écria M. Satterthwaite. On n'y comprend rien. C'est comme un tour de passe-passe. Ah, voilà qui nous donne l'atmosphère. Et quel est l'essentiel d'un tour de passe-passe? La rapidité de la main qui trompe le regard, répondit immédiatement M. Satterthwaite. Tout est là, n'est-ce pas? Tromper le regard, tantôt par la rapidité de la main, tantôt par d'autres moyens, et ils sont nombreux. Le coup de pistolet, le mouchoir qu'on agite, quelque chose qui semble avoir de l'importance et qui en réalité n'en a aucune. M. Satterthwaite se pencha les yeux brillants. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Nous tenons une idée intéressante. Quel est le point crucial qui doit frapper l'imagination dans le tour dont nous discutons? Il s'arrêta ému puis reprit. La disparition. Supprimez-la. Il ne reste rien. Rien. Supposez que les choses suivent leur cours sans cet incident dramatique. Vous voulez dire, supposons que Miss Lecartier en soit encore à vendre Ashley Grange et à s'en aller sans raison valable. Eh bien, pourquoi pas? Évidemment, cela aurait fait parler. On se serait intéressé à la valeur des collections. Oh, attendez, mais bien sûr. La lumière des projecteurs éclaire le capitaine, et à cause de cela, elle reste dans l'ombre. Chacun demande quel est cet Harwell, d'où vient-il? Mais parce que Miss Lecartier est la victime. Personne ne se renseigne sur elle. Est-elle vraiment canadienne-française? A-t-elle vraiment fait de beaux héritages? Vous aviez raison quand vous disiez que nous ne nous éloignons pas de notre sujet. Rien que la Manche à traverser. Ces fameux héritages étaient le produit des vols commis dans les châteaux de France. Il était difficile de s'en défaire. Elle achète la maison pour une bouchée de pain, probablement, s'y installe, paye largement l'irréprochable dame anglaise qui doit la chaperonner, puis il arrive. Tout est comploté d'avance. Le mariage, la disparition. Quoi de plus naturel qu'après une telle épreuve, une femme désire vendre tout ce qui évoque pour elle le bonheur passé, le drame récent. L'Américain est un connaisseur, les choses sont belles et authentiques. Il fait une offre, elle l'accepte. Elle quitte le pays jouant son rôle de désespérée jusqu'au bout. Le grand coup a réussi. Le public a été trompé par la rapidité de la main et le bel effet de représentation. M. Satterthwaite s'arrêta rouge de plaisir et d'orgueil. Mais sans vous, je n'aurais jamais découvert cela, ajouta-t-il, pris soudain d'humilité. Vous exercez sur mon esprit un effet très curieux. Vous avez le don d'éclairer une situation. Mais je ne sais pas encore tout. Cela a dû être rudement difficile pour Harwell de disparaître de cette façon. La police devait le rechercher dans toute l'Angleterre. Sans aucun doute, dit M. Quinn. Si la chose était possible, rester caché ici était encore le meilleur moyen. Il devait être tout près d'Ashley Grange, déclara M. Quinn avec un air entendu, que remarqua M. Satterthwaite. Le cottage de Mathias, s'exclama-t-il. Mais la police a dû le fouiller à fond. Plusieurs fois, j'imagine. M. Satterthwaite regardait son ami fixement. Si ce sont les Clondini, ajouta-t-il, ils étaient 3. Harwell et Eleanor seraient les enfants. La mère, Madame Mathias. Mais dans ce cas, Mathias souffrait de rhumatisme, n'est-ce pas? Demanda innocemment M. Quinn. Oh, j'y suis. Mais était-ce faisable? Mathias est resté là 1 mois pendant l'absence du couple. La première quinzaine avant le mariage, ils étaient à Londres. Un homme habile pouvait jouer les 2 rôles. Quand Harwell se trouvait à Kirklinton Mallet, Madame Mathias disait que son mari était cloué au lit par des douleurs. Son rôle était nécessaire. Sans elle, quelqu'un pouvait découvrir la supercherie. Comme vous dites, Harwell était Mathias. Quand le tour fut joué et Ashley Grange vendu, lui et sa femme, en fait sa mère, déclarèrent qu'ils allaient se placer en Essex. Exit John Mathias et sa femme pour toujours. Ils ont dû sans doute retrouver sur le continent la soi-disant Eleanor. On frappa à la porte de la salle à manger et Masters entra.
La voiture est prête, monsieur. M. Satterthwaite se leva et M. Quinn alla à la fenêtre écarter les rideaux. Un rayon de lune entra dans la pièce. L'orage est fini, annonça-t-il. M. Satterthwaite mettait ses gants. Le préfet de police dîne avec moi la semaine prochaine, dit-il d'un air important. Je lui exposerai ma théorie. Ce sera facile d'en apporter la preuve, répondit M. Quinn. En comparant l'inventaire d'Ashley Grange avec la liste des objets volés remise par la police française. Exactement. Ce sera dur pour M. Bradburn, mais qu'y faire? M. Satterthwaite lui tendit la main. Au revoir, je ne peux pas vous dire combien cette rencontre inattendue m'a fait plaisir. Vous partez demain, m'avez-vous dit, je crois? Tout à l'heure, probablement. J'ai fait ce que j'avais à faire ici. Je ne fais que passer. M. Satterthwaite se souvint d'avoir entendu la même phrase au début de la soirée. Comme il allait monter dans son auto près de laquelle attendait Masters, on entendit par la porte ouverte du café la voix forte de l'hôtelier. « Quel sacré mystère que cette affaire! Quel sacré mystère !» William Jones, ayant du jugement, employait des adjectifs plus ou moins corsés selon la qualité de ses auditeurs, et ceux-ci appréciaient le sel de ses discours. M. Satterthwaite s'installa avec satisfaction dans sa confortable limousine. Il était tout gonflé par son succès. La jeune Mary descendit les marches du perron et s'arrêta sous l'enseigne rouillée. « Elle ne se doute pas, se dit-il, de ce que je vais faire pour elle. » L'enseigne du fou aux clochettes se balança doucement dans la brise. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. On se donne rendez-vous bientôt pour une autre. Prenez soin de vous. Au revoir et merci.